C'est un défi important à relever sur le continent noir. Les pays africains sont particulièrement confrontés à la difficile levée de fonds pour se financer. L'accès au financement est un enjeu majeur pour le développement d'une économie et pourtant l'inclusion financière a encore du chemin devant elle. Selon la Banque mondiale, les indicateurs de l'inclusion financière en Afrique sont toujours inférieurs à la moyenne mondiale. 35% de la population dispose d'un compte en banque, 15,4% épargnent dans une institution financière et seulement 6,7% a un crédit auprès d'un institut financier. Nous évoquons le sujet sur ce plateau avec le professeur Maouli Kouchoro, agrégé d'économie, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur. Je vous remercie également. L'Afrique est très en retard en matière d'inclusion financière. Comment vous expliquez cette situation? D'abord, il faut expliquer la source de l'inclusion financière. Si nous partons d'abord du comportement des banques, notamment on parle du concept que les banques, pour des raisons prudentielles et des mesures prudentielles et pour des raisons de rentabilité immédiate, sont donc contraintes d'exclure certaines franges de la population, notamment la frange de la population pauvre, qui n'a pas de garantie matérielle à faire valoir en contrepartie des crédits que ces banques-là sont censées octroyer à ces pauvres. Également, les banques ne trouvent pas auprès des pauvres, généralement qui sont porteurs de petits projets, donc ne trouvent pas d'intérêt immédiat à pouvoir les financer. Et donc pour cette raison, du fait de l'importance des finances dans l'économie, il est donc important de trouver des solutions pour réintégrer dans la sphère financière ceux-là, la frange pauvre de la population, de sorte à les faire sortir de la pauvreté. Mais comme vous le constatez, l'Afrique reste toujours à la traîne en matière de l'inclusion financière. L'Afrique reste, comme vous l'aviez dit, globalement en deçà de la moyenne mondiale. Bien sûr, il y a encore d'autres disparités. Si nous prenons nos pays de la sous-région ouest africaine, il y a certains pays qui sont relativement plus avancés que d'autres, mais globalement, l'Afrique demeure toujours à la traîne en matière de l'inclusion financière, malgré l'enjeu de taille que constitue le sujet. Alors, au regard de votre développement, est-ce que une importante inclusion financière signifie instabilité financière? Non, je crois que si certains auteurs ont tenté de l'aborder à un moment donné, des recherches en sciences économiques, des recherches récentes ont montré le contraire. On peut voir la chose sous deux aspects. Si je le vois sous deux aspects, en prenant la chose d'abord sous l'aspect de l'épargne et ensuite sous l'aspect de crédit que ces institutions peuvent offrir aux populations qui sont victimes de l'exclusion. D'abord, il a été démontré que les pauvres ont tendance, le mouvement de collecte ou bien de dépôt d'épargne des pauvres ne subit pas une forte fluctuation comme le cas des personnes relativement riches qui font leurs dépôts. Et donc, si les pauvres, la sortie des dépôts ou les dépôts des pauvres ne subit pas une forte fluctuation, ce qui veut dire que c'est déjà une bonne image pour pouvoir faire face à certaines crises. Si nous partons également, nous analysons la chose d'un point de vue de crédit offert, en faisant davantage d'inclusion financière, on aboutit à ce que nous appelons la diversification. C'est-à-dire, on ne met pas les œufs dans un même panier. Et donc, cette diversification de portefeuille de crédit permet donc de réduire davantage les risques liés des risques de contrepartie, c'est-à-dire la capacité dont disposent les emprunteurs à rembourser en temps et en heure les crédits obtenus. Et donc, à travers cette diversification, la banque permet donc de maîtriser davantage le risque lié au financement des projets. Alors aussi, l'inclusion signifie un accès à la banque. Ces services doivent être plus proches de la population, comme vous l'avez souligné. Est-ce que les pays africains dans leur ensemble partagent cette même réalité d'une inclusion très faible? Si nous partons, l'inclusion n'est pas que la question des banques, ça va au-delà. L'inclusion bancaire concerne que les banques, mais l'inclusion financière va au-delà de la banque. Il faut dire que tous les pays aujourd'hui africains font de l'inclusion financière
un enjeu de taille, plus particulièrement les pays de la zone UEMOA, au point que la BCEAO a instauré désormais chaque année une semaine de célébrer l'inclusion financière, afin de chercher les voies et moyens pour améliorer le faible taux d'utilisation des services financiers dans la sous-région. Également, une fois que cette semaine est célébrée, on fait en sorte que dans les autres pays de la sous-région ouest-africaine de l'UEMOA, cet enjeu-là soit également mis en avant pour inciter davantage à l'amélioration du taux d'inclusion dans ces pays. Donc, je ne dirais pas aujourd'hui que les pays sont à la traîne en matière d'efforts à rendre l'inclusion financière, à améliorer le taux d'inclusion financière. Bien au contraire, tous les États aujourd'hui africains font donc de l'inclusion financière un enjeu de taille, dans la mesure où ça entre dans le processus de développement. Parce que nous connaissons très bien le rôle important que joue le financement dans le développement, parce que les projets innovants qui sont des projets rentables peuvent ne pas voir le jour du simple fait de manque de financement. Et donc, en permettant donc une meilleure inclusion financière, ça crée des opportunités de création d'entreprises, de création d'emplois et par conséquent de croissance économique et l'amélioration du bien-être de la population. Alors, selon certains analystes, l'exclusion, là nous parlons de l'exclusion financière, elle est plus liée à des facteurs subis par la population africaine que par des choix conscients. Est-ce que des facteurs endogènes ou exogènes? Si, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'exclusion financière. D'abord, du côté de l'offre, si je parle du système bancaire par exemple. L'exclusion est d'abord revenu, vu d'un point de vue de revenu. C'est-à-dire, comme je le disais tantôt, les banques n'ont pas tendance, si bien sûr ça change aujourd'hui, on donne image comme étant des institutions réservées à des personnes riches. Et donc les pauvres n'ont pas cette envie-là de s'approcher, même d'ouvrir la porte des banques. Bien sûr, cette tendance change aujourd'hui. Et l'autre aspect de la chose, donc comme je le dis, l'autre aspect revenu toujours, c'est que par le passé, pour ouvrir un compte bancaire, il faut un minimum de 25 ou 30 000, ce qui dépasse largement, à l'époque, dans les années 2000 et autres, ça dépasse largement le SMIC du Togolais, si on prend le cas du Togo. Donc vous comprenez bien que les gens qui sont au SMIC ne peuvent pas se permettre le luxe d'aller ouvrir un compte jusqu'à payer les agios, tous les frais liés donc à ça. Et au-delà de l'aspect revenu, l'exclusion peut être perçue comme un phénomène de proximité géographique. C'est-à-dire que si j'ai une agence d'institution financière qui est à 10 km de moi, cela ne me facilite pas l'accès. Déjà, un pauvre qui est au SMIC, qui doit faire aller-retour pour aller dans son institution financière, qui épuise déjà la moitié de son salaire, ne serait pas incité à aller se faire avoir un compte bancaire ou bien à faire des opérations avec les institutions financières. Et en se mettant du côté de la demande, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs également qui entrent en jeu dans cette exclusion financière. Parfois, les gens trouvent eux-mêmes qu'ils n'ont pas confiance à ces institutions. Donc, il y a une question de confiance et les autorités doivent faire en sorte à sécuriser les clients de ces institutions-là, de les mettre davantage en confiance. Il y a plusieurs autres facteurs, notamment l'éducation, parce que pour avoir accès à ça, il faut comprendre le fonctionnement, l'éducation financière, le fonctionnement, et donc on ne connaît pas le bien fondé de la chose. Les gens ne savent pas que la banque constitue une opportunité pour sécuriser les épargnes. On préfère thésauriser les épargnes plutôt que de les mettre dans les institutions financières. En mettant de l'épargne à la maison, vous rendrez passives ces épargnes-là. C'est-à-dire ces épargnes qui ne sont pas actives, c'est-à-dire prêtes à renforcer la capacité productive. Parce que la banque permet de mobiliser, on appelle donc ces institutions financières, qui sont des intermédiaires financiers, des agents qui font le transfert des fonds, des agents à capacité de financement vers ceux à besoin de financement. Ce faisant, elle cherche donc à détecter les projets porteurs et donc à permettre à ce que ceux qui disposent des épargnes et qui ne savent pas quoi en faire, de les transférer vers ceux qui n'en ont pas, mais qui ont des initiatives pour réaliser des projets. Et donc,
Si je reviens toujours aux facteurs qui entrent en jeu, il y a l'éducation qui doit permettre de comprendre quelle est l'importance de ces institutions-là. Sur le plan, professeur, sur le plan microéconomique, quels sont les facteurs qu'on peut stigmatiser qui influencent l'inclusion financière? Si je parle par exemple de... Il y a le fait de détenir une pièce d'identité. Parce que quand vous entrez dans une institution financière, la première des choses, il faut qu'on vous identifie. Et donc, avec un taux d'identification assez faible, ça n'encourage pas, ça n'incite pas à être dans une institution financière. Nous avons également, on peut citer le genre, mais le genre aujourd'hui, c'est une tendance qui disparaît parce que vous comprenez, même dans certains pays occidentaux, à une époque donnée, pour qu'une femme ait un compte bancaire, il faut qu'elle ait l'autorisation de son mari. Et donc, ces pratiques-là existent d'une façon ou d'une autre aussi dans nos sociétés aujourd'hui, parce que vous savez que les femmes sont victimes de plusieurs exclusions liées à plusieurs facteurs. Elles n'ont pas accès aux terres, elles n'ont pas accès à beaucoup de choses qui freinent donc leur autonomisation. Et au nombre de ceux-là, il y a également l'accès aux services financiers qui constituent un frein. Donc, le genre aussi intervient. Il y a aussi le lieu de résidence. Le milieu urbain est beaucoup plus garni que le milieu rural. Et ensuite, comme je le disais aussi, l'éducation financière. Parce que si nous prenons avec la technologie actuelle, la technologie qui permet l'inclusion financière, pour manipuler la technologie, il faut avoir une certaine connaissance quand même en termes d'éducation. Et donc, si vous n'en avez pas, vous avez moins de chances d'avoir accès donc à ces services-là. Alors, l'inclusion financière se heurte souvent à la finance informelle. C'est une réalité sur le continent. Est-ce que les deux phénomènes sont-ils compatibles dans une même économie? Il a été longtemps admis que la finance informelle constitue un frein au développement. Et longtemps admis parce que les écrits ont montré que les sommes mises en jeu sont tellement faibles que ça ne permet pas généralement d'amorcer un véritable projet rentable pour assurer le bien-être de la population. Mais par la suite, les études ont démontré que si d'un point de vue microéconomique, les financements formels sont très faibles, mais de façon agrégée, c'est un financement qui contribue énormément à la réalisation des projets ou au développement local dans certaines localités où il n'existe pas d'institutions financières. Mais il faut dire quand même que beaucoup d'institutions formelles aujourd'hui s'inspirent des pratiques informelles de finance pour les moderniser et donc rendre ces finances informelles-là, les transformer de sorte à avoir une finance beaucoup plus formelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener même des études. J'appartiens à une équipe qui mène une étude sur toute l'Afrique. L'équipe se trouve, le projet est piloté depuis l'Afrique du Sud, où le Togo également fait partie de l'équipe qui fait des recherches sur ce qu'ils appellent Saving Group for Africa. Donc nous étudions donc tout l'aspect de l'épargne, des groupes d'épargne informels et du lien entre les deux. Et donc les études ont permis de montrer que l'épargne informelle a joué aussi, ou bien la finance informelle a joué son rôle par le passé à l'absence de la finance formelle, et que la finance formelle qui existe aujourd'hui s'inspire des pratiques ancestrale de la pratique de la finance informelle. Ça veut dire que la finance informelle n'est pas rien dans l'économie? Bien sûr, elle a joué beaucoup son rôle à l'absence de la finance formelle. Alors aujourd'hui, dans quelle mesure l'inclusion financière est-elle étroitement liée au processus de développement du secteur financier lui-même? Oui, vous savez, l'inclusion financière, il a été par le passé montré que la finance en elle-même ne joue pas un grand rôle dans le développement et que c'est les activités qui tirent les finances. De la même façon, les études ont montré plutôt que c'est les finances qui tirent un peu les activités. Et en économie, nous disons que l'un tire l'autre. Nous parlons de la causalité au sens dans les deux sens, causalité bidirectionnelle. Et donc l'inclusion financière permet le développement de ces institutions parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que si nous prenons le cas du Togo, où par le passé, les banques ne s'intéressaient pas à la frange de population pauvre, mais aujourd'hui, elles commencent pas à s'y intéresser parce que c'est des niches qui permettent leur développement. Aujourd'hui, vous allez voir les banques qui s'intéressent aux étudiants,
qui n'ont même pas de revenus. Ça veut dire que c'est des clients futurs. Et les banques font ce que nous appelons aujourd'hui le downscaling. Elles font une descente en gamme de clientèle, enfin, les clients qui ne sont plus auparavant riches, mais des clients moyens ou à revenus même faibles, de sorte à les accompagner. Elles sont même en concurrence sur certains créneaux avec les institutions de microfinance qui, elles, s'intéressent davantage aux clients à bas revenus. Est-ce que cette dynamique signifie que les banques doivent accorder du crédit à n'importe qui, à n'importe quel prix? Non, le crédit ne s'octroie pas. Ce n'est pas comme une marchandise, tout comme les autres, ou toute autre marchandise, où on octroie n'importe comment. C'est que dans le domaine de la finance, de crédit, il y a un problème de risque. Il y a un problème que nous analysons à partir d'un concept en économie. Nous disons le problème d'asymétrie d'information, où la banque ne dispose pas nécessairement de la même information que l'emprunteur. Donc il y a les deux. L'emprunteur est le seul à connaître la qualité de son projet. Et la banque doit chercher à comprendre si l'emprunteur est de bonne foi, parce que celui-ci peut réaliser son projet, le projet peut être rentable avec énorme de cash flow et refuser de rembourser. Il y a une question de bonne foi. Il y a aussi le fait qu'on octroie de crédit et que ça soit détourné à d'autres fins et qui entraîne l'échec du projet financé. Donc il y a plusieurs facteurs en jeu qui amènent la banque à faire l'étude de la rentabilité du projet, de la qualité du projet à financer et de la bonne foi du demandeur de crédit. Et donc, partant de là, la banque est obligée de... L'argent que la banque prête aux emprunteurs, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des épargnants. Et donc, elle doit sécuriser les épargnants. C'est pour cette raison qu'elle met en place beaucoup de dispositions de sorte à sécuriser. Au nombre de ces dispositions, donc, il y a l'exigence de garantie matérielle que ne disposent pas généralement les pauvres et donc sont victimes de l'exclusion de ce crédit. Et donc, les microfinances, si je les cite par exemple, qui sont amenés à dire qu'on peut octroyer des crédits sans garantie matérielle, aussi ne octroient pas des crédits n'importe comment. Professeur Couchereau, nous allons voir justement cet aspect lié aux microfinances en seconde partie de cette émission, mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.